dire Klimou Baba Issa, Dabdel Krim Baba Issa. Qui est-il entre Klimou et Abdelkrim? Bon, disons que moi je suis né donc un peu prématuré. Et bon, ma mère déjà avait beaucoup de difficultés à se faire à la vie dans cette aussi grande famille des Baba Issa, qui vivait en clan, quoi. Et donc elle demande à ses parents de venir la chercher, quoi. Elle a envie de... Bien sûr, mon grand-père maternel ne va pas accepter qu'elle revienne à la maison, c'est-à-dire quelque part un divorce. Ouais. Donc ils lui disent, écoute, bon, puisque on va te prendre celui-là, parce que bon, ça demande beaucoup de travail de s'en occuper, tout ça. Et mon grand-père avait les moyens déjà à Tunis, donc de m'apporter tous les soins nécessaires, notamment à Tunis, il y a déjà une clinique équipée de couveuses. Et il connaissait la sage-femme qui s'occupait de cette clinique, donc on m'emmène. Alors bon, l'histoire familiale, il y en a qui disent tout de suite, il y en a qui disent au bout de 40 jours, au bout de quelques mois, j'en sais rien. En fait, quand je prends connaissance du monde, quoi, comme tout enfant, tout bébé, je suis dans la famille de mes grands-parents maternels, à Tunis. Qui s'appelle comment Puisque mon grand-père, oui, puisque mon grand-père a immigré en Tunisie en 1936, après un tas de problèmes avec la colonisation, l'administration coloniale. Auparavant, il avait une petite épicerie, mais enfin vraiment une boîte d'allumettes, quoi. Dans quelle région d'Algérie? À El Béda. Ouais. Voilà, et je pense que ses frères devaient faire aussi un peu d'agriculture, un peu de commerce. Bon, c'est la famille Bouzdra. Oui. Celle de l'écrivain? Oui, ça sera mon oncle, enfin mon frère, mon oncle, mon ami, mon camarade plus tard. C'est tellement compliqué quand moi j'arrive, ils sont tous comment on appelle ça, le cadet, il a 6-7 ans de plus que moi, quoi. Donc moi j'arrive tout bébé là. Et donc je vais être élevé dans la famille de ma grand-mère, essentiellement, puisque le grand-père on ne le verra pas beaucoup. Il avait fait fortune en Tunisie et c'était vraiment un autodidacte. On peut même dire que dans certains domaines c'était vraiment un érudit, quoi. Ouais. Et il aimait beaucoup voyager. Donc, il était rarement là. Bon. Donc, pour moi, ma grand-mère c'est ma mère, mes tantes c'est mes sœurs, mes oncles c'est mes frères. Oui. Et puis voilà. Qu'est-ce qui te reste de cette enfance tunisoise? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment de souvenirs précis. Bon, nous habitions le centre-ville, quoi, le quartier qui s'appelle toujours Bamsera. Sous le même immeuble, d'ailleurs, mon grand-père avait ses bureaux. On dira ses bureaux, puis après on dira ses dépôts, et après on dira ses affaires. Mais c'est des mots qui voulaient absolument rien dire pour moi à ce moment-là. Il ira même jusqu'à acheter ou construire le grand café de Tunis, qui s'appelait d'ailleurs le Grand Café d'Alger. Et même dans la famille, on avait des photos où le bey de Tunis vient inaugurer ce café. Et c'est un café qui est devenu vraiment un lieu de rencontre de tous les notables, tous les artistes de Tunis, etc. Et même, quelques souvenirs, par exemple, pendant le Ramadan, il y a une tradition en Tunisie qui s'appelle café chantant. C'est le café chantant.
Ben, mon grand-père va se faire le mécène d'un certain nombre d'artistes, notamment égyptiens, qu'il va faire venir à Tunis, plus particulièrement Kulthum, qui va donner des soirées, et vraiment, c'était mon grand-père qui dépensait, qui assurait la présence de ces artistes à Tunis, et bien sûr, les gens venaient sur la base d'une invitation, il n'y avait rien à payer, quoi. Ouais. Bon, nous, on était gamins, comme ça, bien sûr, il nous était interdit d'y aller, mais enfin, on se faufilait dans ce café. Voilà, quelques souvenirs. Et puis après, l'école coranique, dès 4 ans. Oui. Donc, 6 heures du matin. Quelques temps après, ça va être l'école publique. Donc, alors là, on avait un régime spécial, c'est-à-dire 6 heures du matin, l'école coranique. 7h, 7h30, on revenait à la maison, on prenait le petit déjeuner pour repartir à l'école primaire. Oui. Voilà. Bon, en 58, il y a un malheur, enfin, le grand frère, l'aîné, va mourir. On n'a jamais su de quoi. À ce moment-là, bon, aussi, quelques mois auparavant, mon grand-père, selon la tradition, va répudier ma grand-mère, parce qu'il va se marier avec une autre dame, d'une famille aussi parmi les notables de Tunis. Une jeune, toute jeune, hein. On dit dans la famille qu'elle avait 13-14 ans. Et nous, on sort de cette maison qui appartenait à tout le monde, c'est-à-dire à mon grand-père, et puis à ses frères, qui habitaient là avec leurs femmes, leurs enfants. Et on se déplace vers un quartier, c'est le moment aussi de l'indépendance de la Tunisie, donc aussi le mouvement des pieds noirs qui partent, et donc beaucoup de logements dans la périphérie, les beaux quartiers enfin, pas les beaux quartiers de Tunis-Ville, mais autour, vont se vider. Donc le deuxième, je ne sais plus comment on appelle ça, le puiné ou je ne sais pas quoi, va prendre la responsabilité de la famille, va arrêter ses études, va aller travailler comme aide comptable dans la compagnie tunisienne de navigation. Il fera ça toute sa vie d'ailleurs, même en Algérie. Voilà, donc c'était un quartier qui s'appelait Belleville, ou Bellevue, je ne me rappelle plus très bien. Quartier colonial, quoi. Mais il y avait à côté aussi une colline, une petite montagne, qui était devenue progressivement, avec la guerre d'Algérie, un bidonville où les réfugiés qui ne voulaient plus de la vie des camps, les réfugiés algériens, ne voulaient plus de la vie de ces camps, ou avaient réussi à trouver du travail à Tunis, sont venus s'installer là. Donc on n'était pas très loin. Il y avait en gros, entre ce quartier pied noir, on va dire, et cette montagne, il y avait un terrain vague qui était le terrain de jeu d'ailleurs, et des enfants des familles assez aisées qui allaient s'installer là, et les enfants du peuple, quoi, on va dire, parce que là, il y avait beaucoup d'Algériens, disons à peu près 80% d'Algériens, mais il y avait aussi des Tunisiens, bien sûr. Donc voilà, nous étions préoccupés tous par cette guerre d'Algérie, cette guerre, on l'appelait comme ça, mais ce n'est pas juste. Alors, au moment où la guerre de libération nationale se déclare, mon grand-père avait juré, puisqu'il y avait moi, et puis il y avait les enfants qu'il a eus avec les autres femmes, parce que il s'est marié 4 fois, 3 fois exactement. On dit 4 fois. Il a eu d'autres enfants mâles. Et bien, il avait juré qu'il ne procéderait pas à la circoncision de ses enfants mâles jusqu'à l'indépendance du pays. Bon, tout le monde a accepté cette décision. Ouais. Mais moi, je me rappelle, quand j'ai eu 9 ans, un de ses frères de cadet, Ismaël, s'entend avec ma grand-mère, et un jour, on est invité, parce qu'il habitait au Bardo, on est invité chez lui,
Et donc, hop, dans le truc, ils en profitent et ils ramènent quelqu'un pour faire la circoncision. Et le grand-père ne le savait pas. Ouais. Il ne fallait pas qu'il le sache. Bon, voilà. Puis j'ai oublié un petit détail là qui me revient. Là, moi, dès l'âge de 6 ans, on me met dans les scouts. Ah oui. Oui, parce que ce frère, cet oncle Salah Din, qu'on appelait Salah, était un des... Il avait un poste plus ou moins important dans cette organisation des scouts tunisiens, donc bon, il m'a inscrit là-dedans. Et effectivement, on faisait des sorties. Et je me rappelle, une des sorties, ça s'est passé dans la forêt de Ain Darham, qui est à la frontière algérienne, quoi. Et même on entendait les coups de feu, tout ça. Enfin, sûrement de l'armée française, parce qu'il y avait déjà les barrages, Maurice, je sais pas quoi. Et à un moment donné, je disparais dans la forêt. Et le chef là, de la troupe, il disait, bon, celui-là, la prochaine fois qu'on sort en forêt, il faut qu'on le surveille de près. Sinon, bon, donc on vivait dans cette ambiance de la guerre de libération. Bien sûr, mon grand-père avait beaucoup contribué d'ailleurs à aider et à financer le Néo-Destour. Oui, de Bourguiba. Oui, absolument. Oui. Et Alors qu'il était algérien. Oui, oui, absolument. Mais lui, son nationalisme, il était maghrébin. Il fallait libérer le Maghreb. Ouais. Ils étaient encore dans cette idée des années 40-30, de l'étoile nord-africaine, etc. Il faut libérer le Maghreb. C'est pas... Et qu'on ne pouvait pas... Et d'ailleurs, à l'époque, le Maghreb, ça allait jusqu'en Égypte, dans leur tête. Ouais. Bon, voilà les souvenirs. Bon, arrive donc l'indépendance. Moi, je viens de finir la 6e. L'indépendance, on rentre. Et quelles sont tes premières images de l'Algérie? Parce que la première image, c'est Ain el-Bayda, où nous allons passer 3 mois. Ouais, le berceau familial. Hein. Absolument. Ouais. Donc on est bien reçu par la famille. C'est aussi donc, des maisons qui réunissent plusieurs couples, plusieurs... tout ça. Mais c'est les gens entre eux, quoi. C'est toujours les gens de la famille, quoi. Oui. Ils louent pas, c'est pas la tradition encore là-bas. Voilà, donc je fais la connaissance de toute la famille Boujdra et les alliés, bon, c'est tout le temps mouvementé puisque tout le monde vient nous voir, etc. C'est la fête, quoi, pendant 3 mois. Ouais. Plein de repas familiaux, collectifs, beaucoup de gens. Bon, pour moi, c'est... on va dire, aussi un moment de liberté, puisque j'ai 12-13 ans. Et on me laisse sortir avec les enfants de la famille, les enfants du quartier. Et d'ailleurs, notre principale, comment on appelle ça, distraction, c'était d'aller au cinéma. Il y avait un cinéma où on payait 25 centimes pour voir un film. Ouais. Voilà, donc je ne me rappelle plus les films que j'ai vus à ce moment-là, mais tous les jours on allait voir un film. Ouais. Et puis c'était l'époque, c'était le système du cinéma permanent, c'est-à-dire que tu payes ta place et tu restes. Tu peux regarder le même film 2-3 fois dans la journée. Ouais. Bon, donc entre le repas de midi et le repas du soir, bon, quelques jeux comme ça. Mais en fait, l'essentiel, moi, c'était ça, c'était me balader dans... C'était un village, hein, mais oui. Enfin, pour moi, c'est quand même Souqa ou la Bellevue, là, à Tunis, je ne pouvais pas aller loin, quoi. C'était ouais. Dans un rayon de 200-300 mètres, quoi. L'école était à côté, le truc... Oui, donc à Ain Bayda à côté, ah oui, pour lui, c'était déjà une grande ville. Mais est-ce que tu avais le sentiment déjà que tu ne reverrais plus jamais la Tunisie? Non. Que c'était une rupture? Non. Non, je ne pense pas. Moi, je ne me pose pas ces problèmes. J'ai suivi tout ça de façon, on va dire, presque inconsciente, quoi. C'est pas... Ouais. Pour moi, le fait d'être toujours avec mes proches, qu'importe l'endroit, je veux dire, c'est pas...
Non, on peut pas s'attacher à une ville comme ça, à cet âge-là, ni, je pense pas. Ouais, Mais des gens qui racontent des souvenirs d'enfance, je sais pas. ouais, ah ouais. Donc on passe 3 mois à El Beba et puis ben, on vient sur Alger. Sur Alger, bon, alors c'est vraiment on traverse toute la ville parce qu'on vient en train. Donc déjà, à l'époque ça s'appelait Maison Carrée, quoi. Donc, on rentre, c'est déjà une ville immense, quoi. Et on habite jusqu'en 64 à la rue Belmedi, où un des fils de Ammé Hossein, c'est en 62, tout le monde sait ce qui s'est passé. Lui, il avait récupéré tout un immeuble, le 10 rue Belmedi. Bien sûr, c'était un garçon, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Bon, enfin, il avait comme ça un petit caractère très généreux aussi. Donc, quand il rencontrait des gens qui étaient en difficulté, il leur donnait des logements dans cet immeuble. Il y en avait 4. Hein. Il y avait 4 étages, donc 5 étages. Il y avait un appartement par étage. Donc, nous, on a habité avec lui. Ses parents, je ne sais pas, et je crois qu'ils rentreront un peu plus tard. Et ils habiteront ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'eux, ils ne récupéreront ce logement qu'en 64. Nous, en 64, on déménage, on trouve un logement du côté en haut de Mohamed Khams, la rue Lafayette. Un 2 pièces, d'ailleurs, à l'époque. Ouais. Bon, 1 an ou 1 an et demi après, on récupère un logement aussi au rez-de-chaussée, qui était un peu plus grand. Il y avait quand même 3 pièces, un grand salon, une grande salle à manger, tout ça. Et là, tu vis toujours auprès de ta grand-mère. Ah oui, 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 auprès de ma Ouais, grand-mère. de tes C'est-à-dire oncles. qu'elle m'a amené, je pense, vers 63, 64. Oui, enfin, Ouais. ma Saïda, c'est-à-dire ma mère biologique, va venir nous rendre souvent visite. Bon, mais je pose pas pour moi le problème. Même à Tunis, quand on m'a dit à l'âge de 4 5 ans, voilà, c'est ta mère, tout ça, j'ai dit Non, non. non. J'ai Ta pas, vraie mère, c'était ta grand-mère. j'ai pas accepté l'idée, donc j'ai Ouais. toujours considéré, parce que moi j'ai été, on va dire rapidement, que j'étais élevé par mes tantes, quoi. Je considérais comme étant mes grandes sœurs. Pourquoi elles sont très grandes d'âge et pas, qu'il n'y a pas disons, l'échelle qu'il y a dans d'autres familles, ça m'a jamais posé de problème. Donc je disais oui, je savais que c'était la sœur de Yasmina, de Jamila, donc pour moi, Ouais. elle est dans le tas. Mais écoute, mais quand tu vas arriver donc à Alger, effectivement, toi qui as appris l'arabe, tu vas te retrouver dans un système scolaire francophone, encore Ouais. francophone. Oui, 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 oui. Et Oui, comment tu bon. vas vivre cela? Ben, je sais pas comment, non, Ouais, je sais pas. Donc arrive la rentrée scolaire. ouais, On ne savait pas à l'époque qu'il existait ce qu'on a appelé, du temps de la colonisation, un lycée franco-musulman. Donc où je pouvais continuer mes études en arabe, non. Donc on cherche, on trouve rien. Et donc il y a une école, primaire à côté. Et à l'époque, il y avait le système des gens qui n'avaient pas réussi la sixième ici, donc ils faisaient une année supplémentaire pour passer le certificat de fin d'études. Et les meilleurs pouvaient après aller directement en cinquième dans un lycée. Bon. Mais moi, j'arrive là, effectivement, dans une classe où tout se fait en langue française. Moi, je ne connaissais rien du français. Hein. Absolument rien. C'est-à-dire que même au début, quelqu'un qui... les salutations les plus banales, j'y comprenais absolument rien. Donc on me met dans cette école, dans ce cours de fin d'études, où je traîne d'ailleurs 2 ans, pour rien, absolument, parce que je n'apprendrai pas à ce moment-là le français. Bon, comme j'avais une bonne mémoire, à l'oreille, j'arrivais à retenir un certain nombre de connaissances. Par exemple, c'est que toujours été une préoccupation chez moi, j'étais très féru d'histoire. Donc les dates, tout ça, c'était pas un problème. Bon, mais j'ai fini par claquer la porte parce que
je me rappelle une fois ce directeur d'école qui était encore un Français, parmi les Français qui ont décidé, des Européens qui avaient décidé de rester en Algérie. Donc, lui, il faisait cette classe de cours d'études. Il était directeur d'école et il faisait ça. Alors, j'avais souvent des problèmes avec lui parce que bon, j'étais très bon en arithmétique, on ne va pas dire en mathématiques, n'est-ce pas? Et donc, à peine il a fini de poser les opérations au tableau, que moi j'avais déjà le résultat. Alors, il me voyait ne rien faire, qu'est-ce que tu fais? Là, allez, travaille. J'ai dit, ça y est, je connais. Et je dis, ah, attends. Bon, les autres mettaient 10 minutes, un quart d'heure à faire leurs exercices. Il m'appelait au tableau, il me dit, allez, puisque c'est fini, allez, fais. Je lui donnais tout de suite les résultats. Donc. Bon, et un jour, il m'a dit, c'est pas vrai, Là, je lui ai dit, c'est pas vrai. J'étais un peu révolté, j'ai jeté mes affaires, j'ai soulevé son bureau et je suis parti, j'ai plus remis. Donc, Ouais. Bon, après, il fallait chercher qu'est-ce qu'on va faire de moi. Bon, comme aussi, pendant cette enfance, j'étais très bricoleur, j'aimais bien travailler avec mes mains, réparer les médas, les tabourets, même si je ne savais même pas pourquoi. Je réparais, par exemple, le poste TSF dans la famille, c'est-à-dire, à l'époque, c'était les TSF à diode Oui. et à charbon, etc. Alors, moi, je manipulais, je cherchais tout ce qui était changer les lampes, jusqu'à ce que ça fonctionne. J'ai jamais su comment ça fonctionnait, hein, n'est-ce pas? Plus tard, je saurais comment ça fonctionnait. Mais bon, voilà. Alors, il s'en débat, puisqu'il est bricoleur, puisqu'il aime travailler de ses mains. Allez, en septembre, donc, après avoir passé ces 2 ans dans cette école primaire, on m'inscrit dans un collège technique, qui existe toujours d'ailleurs, celui de La Farge, qui était un collège d'enseignement technique, où les jeunes gens préparaient un CAP pour devenir mécanicien, tourneur, fraiseur, électricien. Et puis, pendant que moi j'étais en première année, ils avaient ajouté une section qui s'appelait électromécanique. Donc pour faire un CAP d'électromécanicien. Un peu de mécanique des moteurs électriques, des branchements. Bon, j'aimais bien ça. Parce que j'aimais pas beaucoup Les matières générales. Non, les matières générales, je commençais maintenant à comprendre, etc. Par exemple, technologie, ma mémoire fonctionnait tellement bien que je sortais du cours, j'avais appris les résistances des matériaux, les températures de fusion, etc. À quoi sert qu'est-ce qu'on fait avec le plomb, avec le cuivre, Voilà. Donc j'ai passé 3 ans là-dedans. Oui. Mais sans résultat. C'est-à-dire quand je quitte ce collège, vu que je ne maîtrisais pas la langue, donc les exercices, j'ai tout réussi, les trucs, les expériences en atelier, tout ça, mais tout ce qui était écrit, c'était pas possible. Ouais. Donc je sors de là sans CAP. Oui. Pourtant, tu as étonné quand même des professeurs quand dans français, on citait tel ou tel poète, toi qui n'avais pas accès à la langue française, on avait un professeur de français, d'ailleurs je me rappelle maintenant, son nom me revient, il s'appelait Georges Tenaillot, et qu'un jour, bon, il est en Algérie, c'est-à-dire il est venu dans le cadre de la coopération, il sait ce que c'est l'Algérie, j'apprendrai tout ça plus tard, bien sûr. Donc il vient parce qu'il est parmi tous ces Français, tous ces coopérants qui sont venus pour aider cette Algérie nouvelle, etc. Et donc, je pense à l'occasion du 5 juillet, ou peut-être pas, il n'y avait pas l'école, ou le 1er novembre. Enfin, il fait apprendre à sa classe, on était en 13e année, le poème de Paul Éluard, Liberté. Et moi qui entendais dans la famille parler de Paul Éluard, fier de mes connaissances, je dis, mais monsieur, c'est un poète communiste, ça. Alors lui, il était gêné parce que moi je vais leur dire. Alors je dis que oui, c'est bien. Mais non, mais c'est un Français comme nous, lui. C'est pas parce qu'il a fait la résistance. Alors il était étonné, ce prof, qui était nul en français. Je connaissais Éluard. Moi, j'entendais parler. Mon oncle Bouzdra, mon frère, mon ami, mon camarade. Bon, c'était l'époque où tous ces grands artistes commençaient
à faire carrière, les Ferrat, les Ferré, les Brel, donc j'entendais tout ça à la maison, et donc, bon, de temps en temps, on m'expliquait de quoi il retourne. Ouais. Et tu en as fait profiter tes camarades, puisque dans ce même collège, tu avais initié un projet de ciné-club. Non, 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 ça c'est cette troisième année va naître en Algérie l'Union nationale, alors qu'elle n'existait pas vraiment sur le plan officiel. Ouais. L'Union nationale, c'est un peu à l'image de l'Union nationale des lycéens et collégiens d'Algérie. Donc moi, entre-temps aussi, pendant que j'étais au collège, je vais adhérer en 64 à une section de la GFLN. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est Bah, la jeunesse? C'est la jeunesse, c'est une Front organisation de la Libération. jeunesse, bon, bien sûr, sous l'égide du Front de Libération Nationale, Ouais. mais enfin, à cette époque, le FLN n'était pas aussi Dogmatique. étouffant, il n'était pas encore arrivé au stade de la pensée unique. La pensée unique, ça viendra plus tard, 66-67. Donc, c'était des sections de jeunes dans des quartiers, on avait des locaux. D'ailleurs, il y avait des jeunes et des bons jeunes. Et cette section, c'était la section Ahmed Zabana, qui est à la rue Zabana. Au centre-ville. Au centre-ville, oui, oui, plateau Solière, qu'on appelait à l'époque plateau Solière, je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui. On ne dit plus plateau Solière d'ailleurs. La rue des Douches, Messonnier. Et la rue Hoche, qui est devenue la rue Zabana. Il y avait des jeunes et des moins jeunes. Moi, je me rappelle, les animateurs, c'était des gens qui avaient une trentaine d'années. Et puis, c'était un autre aspect de ces sections, notamment dans les grandes villes, c'est que c'était des sections mixtes. Il y avait des garçons et des filles. Et même dans cette section Zabana, on avait même un certain nombre de jeunes qui étaient des familles européennes qui n'avaient pas quitté Alger, qui sont restées en Algérie, qui ont continué d'ailleurs jusqu'en 67. On verra plus tard pourquoi jusqu'en 67. Donc ils étaient là aussi avec nous, les garçons, les filles, tout ça. On avait beaucoup d'activités, c'était beaucoup de débats politiques, hein, mais aussi beaucoup d'animations culturelles, la musique. On sortait dans le cadre du reboisement, dans le cadre du volontariat pour aider les domaines autogérés, etc. Voilà. On a participé même à des projets importants de l'époque, notamment le barrage de Haute-Fada, les coopératives, enfin les paysans qu'on a beaucoup, bon on n'a pas fait grand-chose, on était là pour les aider, ils nous ont utilisés comme ils ont bien voulu, aux Ouadias, etc. Il y avait un camp international, où il y avait même, on avait reçu pour la première fois des délégations de Cuba, des délégations de la RDA, des jeunesses communistes de France, etc. Donc c'était vraiment, ça bouillonnait. Et puis tout le monde croyait à ce projet de la révolution algérienne, une fois terminée la guerre de libération nationale, d'édifier un pays du socialisme. Oui. D'ailleurs, à ce moment-là, tu ne vas pas rater Che Guevara, tu ne vas pas rater les Black Panthers. Non, les Black Panthers, je les ai connus dans les années 70, oui. Che Guevara, non, je savais qu'il était en Algérie, mais on ne l'avait pas rencontré. Oui. On avait rencontré un autre dirigeant cubain avec une autre section qui s'appelait Cienfuegos. C'est un des barbudos de la révolution cubaine, mais qui lui était mort au Maquis. Donc, il y avait... Ceux-là, ils étaient en haut du Télémni. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce quartier-là, en haut de... les Tagarin, oui. Les Tagarin, voilà, oui. les Tagarin. Ouais. Bon, ceux-là, oui, il leur avait rendu visite, ce monsieur, ce dirigeant cubain. Ouais. Je ne me rappelle plus son nom. Mais bon, après, je vais connaître... à partir de 68 jusqu'au début des années 70, à peu près tous les représentants des mouvements de libération nationale qu'il y avait à Alger. Ouais. Le MPLA, le Mozambique. Là, j'ai rencontré, voilà le monsieur, dont je cherchais le nom la dernière fois, Cabral. Ah oui. Ah, oui, oui, qui était le président du mouvement de libération du Mozambique. Il y avait même à cette époque des représentants de cette révolution, malheureusement oubliés dans le monde arabe, mouvement de libération du Dhofar.
c'est-à-dire la moitié de ce qu'est aujourd'hui le sultanat d'Oman. On avait, on avait aussi le mouvement de libération des îles Canaries. Aussi, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, La Palestine, évidemment. oui, non, bien sûr, la Palestine, bon, Ouais. la Palestine, il y avait la représentation du Fatah, mais elle n'était pas dans cet immeuble-là. Parce qu'ils sont tous dans le même immeuble. Hein. C'est à partir de 69, je pense, qu'il a commencé à avoir des représentations du FPLP, du FDLP et du Parti communiste palestinien à Alger. Ouais. Bon. Ouais. Mais comme ils étaient enfin, les invités du FLN. Pas, certains mouvements n'étaient pas, si tu veux, reconnus par l'État, mais par le FLN. Donc, alors là, c'est tout un immeuble. Oui, et avec ça, Ouais. avec tous ces mouvements-là. Oui, il y avait une nuance. Mais en tout cas, ce n'est pas étonnant qu'à l'âge de 16 ans, arrive le 19 juin 1965, c'est le coup d'État. Oui. Et Bon, comment mais bon. vas-tu réagir? Non, moi je vais réagir en suivant, une fois de plus, mon oncle, mon frère, qui lui était déjà à l'UNEA. Ouais. Qui venait même je pense qu'en 64, il venait d'adhérer au Parti communiste algérien. Bon, Mais il ne te l'avait pas dit. Non, non, mais c'était ça, les discussions, les débats à la maison. Ouais. Il y avait un climat, effectivement, tous les gens qui ont vécu cette période, de façon consciente. Moi, je continue de barca, c'est pas... Oui. Bah, tu es jeune. Oui, bon, donc, Ouais. il y avait dans l'air quelque chose qui allait se passer. Qui- C'était pas du tout un coup d'État inopiné. Ah non, non, C'était non, vraiment non, annoncé, non, il était dans ouais. l'air, et on savait que ça allait éclater entre Boumediene et Ben Bella. Bon. Ouais. Bah, donc toi, tu vas rejoindre ce qu'on appelle l'ORP, Non, c'est-à-dire non, l'organisation... non, mais c'est l'ORP. Ouais. Oh non, non, Pas, l'ORP. pas tout de suite, effectivement. non, Mais non. tu vas quand même... Non, moi je continue à militer donc à la JFLN, et puis à ce mouvement des lycéens, etc. Ouais. Bon, c'est dans ce cadre... Non, mais excuse-moi. C'est dans ce cadre-là que... Le FLN, la JFLN vont plutôt soutenir le coup d'État. Pas tous. Pas tous. Pas tous, pas tous. Mais parmi la jeunesse, toi, tu vas faire partie de ceux qui vont manifester, Oui. de ceux qui vont tracter. Oui. Oui, non, manifester, j'ai pas encore tracté. Moi, je commencerai à... Et comment se passent ces Bon, manifestations? c'est- Elles sont spontanées, elles sont Ah, ça, je organisées? peux pas, mais il y avait des manifestations, on était au courant, on participait. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Ouais. On venait nous disperser avec des jets d'eau, etc. Même à un certain moment, c'était de l'eau coloriée pour qu'on puisse nous retrouver plus tard, etc. Bon, Ouais. bon mais à Alger, ça s'est passé sans trop de heurts. Coup d'État, par exemple, tout le monde a oublié qu'il y a eu des manifestations un peu partout dans le pays et qu'à Annaba, il y a eu même des morts. L'armée a tiré sur les manifestants. C'était pas le cas à Alger. C'était pas le cas à Alger. Qu'est-ce que c'est l'armée? L'armée, tout le monde, chaque 1er novembre, chaque 1er juillet, elle faisait des défilés à non plus finir dans cette avenue qui est devenue l'avenue de la Hélène. Donc on sait qu'est-ce qui s'est passé au coup d'État. Il y avait un char à la Grande Poste, un char devant la radio-télévision, je ne savais même pas où elle se trouvait. 68, c'est l'année scolaire 67-68 que bon, j'en ai fini avec ce collège. Mais voilà, je suis à peu près, grosso modo, dans la même situation. Je baragouinais le français. Depuis 62, je n'ai pas l'occasion de... Bien sûr, l'arabe dialectal, c'est pas un problème. Bon, les lectures, j'en ai plus beaucoup en arabe. Donc, voilà, on va dire été 68, je suis dans cette ignorance complète du français. Entre-temps, Boujdra, il avait fini ses études à l'université d'Alger. Il est affecté 67, effectivement l'année scolaire 67-68, comme professeur de philo dans un lycée de filles à Blida. Bon, là-bas aussi, il retrouve un certain nombre de ses camarades qui étaient affectés là aussi.
Je pense qu'ils ont dû, oui, ils l'ont fait. Donc organiser des cellules de l'ORP là-bas. Ils ont été inquiétés, sûrement. Oui, enfin, c'est clair. Ils ont été... Et donc, je pense que lui, à la rentrée 68-69, il ne pouvait plus tenir le coup. Donc, il va partir en France. Et comme ça, j'hérite d'une bibliothèque. Une bibliothèque où il y avait à peu près tout ce qui relevait de ce qu'on appelait à l'époque les humanités. Hein, des livres de philosophie, plus précisément du marxisme-léninisme, comme on disait à l'époque. Donc, et puis je n'ai rien à faire. Je ne savais pas qu'est-ce que je... J'étais trop jeune pour aller chercher du travail. Donc, je passe à peu près un an et demi comme ça, enfermé à la maison, volontairement. Je sortais très peu. Parce qu'en 67, quand il y a eu la guerre de 67 là, au Moyen-Orient, nous, à la JFLN, on prend l'initiative d'ouvrir des bureaux pour inscrire des volontaires pour aller combattre le sionisme et Israël. Et on le fait sans demander l'avis du FLN, bien sûr, ni de la direction du FLN, de la JFLN. Bon, bien sûr, tout de suite, la guerre s'est terminée au bout de quelques jours, tout est, et puis après, on est rentré dans des... On a exigé de nous, on nous a passé en conseil de discipline, etc. Qu'est-ce que c'est? Qui vous a dit de faire ce truc? Parce qu'on a inscrit, je sais pas, on a la section Zabana, on a inscrit près de 500 jeunes qui étaient prêts, avec l'enthousiasme de l'époque. Puis nous, nous sommes les enfants de novembre, ils vont voir ces juifs là, comment on va leur casser les dents. Tu faisais partie des inscrits, toi aussi? Ah oui, bien sûr, on était les premiers inscrits, on savait même pas ce que ça voulait dire. Ouais. Mais c'était l'ambiance de l'époque. Bon, bien sûr, ils nous ont exclus, je sais pas quoi. Ouais. Donc je me ça aurait pu être grave quand même. J'en sais rien. Ouais. De toute façon, moi, à ce moment-là, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la vie politique en Algérie. La seule chose que je commençais à me poser, parce que j'entendais dire, dans ces discussions qui se tenaient à la maison, les gens se plaindre du caractère aussi antidémocratique de Bembla. Il a été même question d'ordre qu'il a donné pour qu'on exécute des gens, sans jugement, sans rien, parfois des règlements de compte de la guerre de libération nationale. Donc, puisque dans les années 80, moi je vais connaître un de nos camarades qui était au Parti communiste depuis les années 40 et qui va être mobilisé dans le cadre de la guerre en Indochine, comme on disait, et qui se retrouve en 52 au Vietnam et il va déserter avec beaucoup d'autres. Ouais. Et qui va s'arranger en 54 quand il entend dire que la révolution a éclaté pour revenir en Algérie avec ses propres moyens, c'est-à-dire le FLN ne voulait pas, la LN ne voulait pas récupérer ces gens-là. Donc il revient, il fait le maquis, il est parmi ce qu'on appelle le maquis rouge de la région de l'Asnam. Ces fameux CDR. Et puis après, bon, 56, il y a un accord pour qu'ils intègrent. Et ils vont faire la guerre jusqu'à la 60. En 62, il est parmi les premiers animateurs de ce mouvement d'autogestion dans la région de Chlef. Et ça ne plaît pas. Ça plaît pas. Et Bembela lui envoie déjà pour l'exécuter. Simplement, il a fait l'erreur de lui envoyer aussi un ancien du Vietnam qui ne pouvait pas. Il lui dit, écoute, voilà, je suis là pour ça, il me racontera ça dans les années 80. À l'époque, j'avais l'idée de faire un travail sur Ho Chi Minh. Et donc, je voulais trouver des liens humains, concrets, entre les Algériens et les Vietnamiens. Donc, il lui dit, bon, moi, je vais tirer en l'air et toi, tu vas disparaître. Et je dirais que je t'ai exécuté, que j'ai laissé ton corps dans un champ, comme ça. Pour te dire. Donc... Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que finalement, ce nouveau régime issu d'un coup d'État s'installe le plus naturellement du monde. Ouais. Sauf, bien sûr, cette direction
des anciens du Parti communiste et de ce qu'on a appelé à l'époque la gauche du FLN vont s'opposer effectivement à ce coup d'État et s'entendre pour organiser cette organisation d'opposition qui a porté ce nom de ORP, Organisation de résistance populaire. C'est vrai que Bumbella avait, si tu veux, dans sa mire de détruire Alger républicain. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, pourquoi nous entendons parler de Guevara en 64 en Algérie, c'est parce qu'il était venu pour une visite de quelques jours, il va rester 6 mois, pour convaincre Bumbella de, surtout, de ne pas toucher à Alger républicain. Ouais. Bien sûr, il lui fera une promesse qu'il ne tiendra pas. Mais c'est pas grave. On n'en est pas à une promesse près, depuis, on sait. Bon. Donc, 67-68, voilà, je suis à la maison, je commence, j'ai dit, bon, ben, qui va t'apprendre le français? Personne, alors tu vas apprendre tout seul. Et je prends un premier roman, je me rappelle très bien, c'était Zola, c'était le Germinal de Zola, que je vais me mettre à lire en annonant, hein, et avec un dictionnaire, essayer de comprendre les mots, ce qu'ils veulent dire, et puis après je fais des associations, je me trompe pas, je le lis une deuxième fois, une troisième fois, je l'ai lu 9 fois en cette année 68, 9 fois, pour essayer de comprendre, parce que cette histoire m'intéressait, de lutte de mineurs, etc., ou la bourgeoisie montante en France, etc., ça me concernait, quoi, ça me touchait. Mais je l'ai lu 9 fois pour comprendre de quoi il retourne dans ce roman. Parce que, voilà. Et puis après, j'ai lu d'autres textes, notamment des textes, des courts textes marxistes, notamment ce très beau texte, très simple, de Lénine, qui s'appelle Les 3 sources du marxisme. Bon, j'ai pas lu les trucs théoriques, j'étais pas encore capable de les comprendre, mais tous les... Voilà, et puis je lis tout ce qui existe là, comme... Bon, il y avait quelques livres en arabe, bien sûr, que je retrouve, les noms, notamment d'histoire. Je me suis toujours intéressé à l'histoire. Donc j'essaye de... Voilà. Ouais. Bon, entre-temps, donc j'adhère à l'ORP, et bon, j'ai 20 ans, j'ai 19 ans, je cherche du travail. Et un jour, je rencontre un ami qui me dit, tiens, écoute, au niveau de la direction de l'industrie de la wilaya d'Alger, ils cherchent des arabisants pour aller faire l'alphabétiseur en milieu ouvrier. Oh, c'était vraiment... Donc je m'inscris, etc. On nous amène pendant une semaine à l'Institut national d'alphabétisation, où on nous apprend comment apprendre à des adultes à lire et écrire. Bon, ça se passe très bien. D'ailleurs, c'est des gens qui sont devenus après vraiment des amis. Pendant 30 ans, j'ai continué à les fréquenter, l'équipe qui nous avait formés. Et donc, on m'envoie du côté du Hamiz. Oui, c'est dans la banlieue. Hein. Oui, dans la banlieue d'Alger, oui, ce que maintenant est devenu Bab Zouar. À l'époque, on disait le retour de la chasse parce qu'il y avait une auberge, tout ce qu'il y avait, il y avait une auberge avec un bar en bas, une route qui partait vers Fort-de-L'Eau et puis l'autre qui continuait vers le Hamiz, mais c'était à 2-3 kilomètres plus loin. Bon, donc on appelait ça le retour de la chasse. Donc, on m'a fait dans ces 3 briqueteries. À l'époque, c'était, bon, donc l'État qui avait poussé à cette campagne d'alphabétisation des travailleurs. Il ne faut pas oublier, c'est le début des entreprises nationales. Premiers efforts pour former des travailleurs vraiment, pas uniquement des exécutants, mais bon, qui savent au moins lire et écrire pour élever le niveau. Etc. Et donc, j'ai 2 jours de travail, 2 après-midi. La condition, c'était que l'entreprise donnait 1 heure et que le travailleur qui voulait s'inscrire donnait 1 heure, quoi. Il accepte une séance de 2 heures.
Donc il y avait deux usines qui étaient très proches dans un... Donc j'avais une classe avec eux deux fois par semaine. Et il y avait une autre usine, enfin une autre briqueterie un peu plus loin qui était plus facile, plus difficile à accéder. Donc il fallait absolument qu'ils m'organisent le transport. Donc voilà, j'avais une camionnette qui venait me chercher du côté de Tafora et qui m'emmenait dans ces usines. Et, bon, ça a été une expérience extraordinaire parce que là, je découvre effectivement ce que c'est le monde du travail. Oui, le monde ouvrier. Et les briqueteries à l'époque, c'était quand même des conditions de travail encore très rudes. Ah oui, non, c'est des briqueteries qui dataient de 1930. 34, 36, 32. Non, c'était vraiment le four à bois, etc. Quoi. Donc, comme ça, dans ces deux usines, j'ai une soixantaine d'ouvriers qui veulent bien apprendre à lire et écrire, qui ont 20 ans et 70 ans. Hein, c'est pas... Donc, le premier jour, je me limite à mon rôle d'alphabétiseur. Mais bien sûr, les méthodes qu'on m'avait données dans cette... J'ai vu que ça n'allait pas marcher. Comme je sais que ces gens-là, tous leurs loisirs, ils les passaient à jouer au domino. Donc c'était tout simple. Je prends la craie, je dessine des dominos. Et au lieu que ce soit 1, 2, 3, c'est les lettres de l'alphabet. Tout simplement. Et alors, je les fais parler. Je les fais parler, tout ça. Comment tu appelles ça à la maison? Toi, comment ça s'appelle? Taoula, tabla, caisse, je sais pas, tous les trucs de la vie quotidienne, les fruits, les légumes, les objets. Et donc je leur dis, ben voilà, on va piocher dans ce jeu de domino les mots, et je vais vous montrer comment ça se monte. Ça se monte, quoi. Oui, ça se combine. Donc voilà, ils prennent très au sérieux le jeu, quoi. Ça les amuse. Au bout de 2 mois, certains commençaient à abandonner. Alors, à partir de ce moment-là, je disais au chauffeur, ne viens plus me chercher. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais le bus, il y avait un bus qui allait jusqu'à Beaumerdes, je ne sais pas où. Je descendais à l'arrêt et j'allais voir les ouvriers qui n'étaient pas venus la séance précédente à leur poste de travail. Alors déjà, rien que le fait de faire ça les mettait dans une gêne extraordinaire. Et moi, je ne bougeais pas de là. Je disais, ouais, laisse-moi, etc. Au lieu de me dire, donc, honteux, pour me faire plaisir peut-être, ils venaient au cours. Et donc, je les reprenais comme ça. Et donc, au bout de 3 mois, ils commençaient vraiment à lire. C'est-à-dire les gros titres des journaux, ils arrivaient eux aussi à annoncer l'arabe. Hein? Moi qui étais encore en train d'annoncer le français. Ouais. Bon, ben voilà, et puis, au bout de 3 mois, j'avais plus besoin d'aller les voir. Alors, parce qu'ils venaient, parce que mon cours, c'était devenu un cours, bien sûr, de langue. Mais pour aller plus loin, il fallait que je leur explique un certain nombre de choses. Donc, je me suis mis à parler de droits des travailleurs, de syndicats. Bien sûr, les directeurs, ça les a gênés. Parce qu'il y avait ni syndicats, ni rien du tout là-dedans. Bien qu'ils avaient des ordres pour faire les syndicats, quoi. Ça venait d'en haut. Bon, donc voilà, ça a duré à peu près 7 mois. Mais ça a été une expérience humaine vraiment extraordinaire. D'ailleurs, certains, on est devenus des amis, ils m'invitaient à prendre le thé chez eux, certains se confiaient, j'étais devenu leur écrivain public pour toutes les affaires qu'ils avaient, entre un frère, je sais pas, le mari d'une sœur qui a foutu le camp, des choses comme ça. Bon. Ouais. Ça allait au-delà des, des rapports de professeurs. Ah oui, ils étaient adultes hein, aussi. Oui, ils étaient adultes, bien sûr. Non, j'avais pas de rapport d'enseignant à élève, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Ouais. Et arrive, c'est cette même année 69, arrive ce moment très dur quand même pour toi, parce que tu vas être arrêté. Donc les cours vont s'arrêter au mois de juin, disons c'est la période des congés.
Moi, bien sûr, j'avais rien d'autre à faire que ces cours-là, où je gagnais bien ma vie. Je pensais que je touchais 500 dinars, je pense. À l'époque, même pas 450, ça me suffisait amplement. C'était beaucoup d'argent pour moi à l'époque. Euh, bon, j'ai gardé quelques contacts avec les jeunes de la GFLM. Euh, je me rendais souvent à l'université. J'avais des amis qui, eux, entre-temps, avaient passé leur bac, étaient devenus des étudiants. Donc j'allais les voir là. Donc j'étais au courant de tout ce qui se passait dans le monde étudiant, etc. Voilà, c'était ça ma. Bien sûr, j'allais voir de temps en temps des films, mais je n'avais pas encore découvert la cinémathèque. Durant l'été 1969, tu es arrêté tard dans la nuit et tu as juste le temps de cacher quelques documents. Oh, oui, bon. Bon, Comment cela se passe? il y a eu. Après, nous avons appris que cette semaine-là, fin juin, début juillet, je pense. Oui, c'est ça. Il y a eu une vague d'arrestations à travers tout le pays. Alors quand tu dis nous, c'est les militants du Pax. Oui, non, non, c'est les militants du Pax. Non, les autres, ils sont occupés de façon différente. Oui, dans la presse, il n'y avait pas d'écho. Non, la presse ne parlait pas de tous ces problèmes-là. À l'époque, c'était toujours le complot ourdi. Hein, où là, ils répondent comment on appelle ça, à des éditoriaux du Monde, de je sais pas quoi. Mais toi, tu sais pas ce qu'il y a eu dans l'éditorial du Monde et pourquoi on fait cette réponse-là. Ouais. Non, c'est pas grave, c'est pas ton problème. الشعب ما يسحقش. احنا نقولوا باللي ils nous ont préparé un complot et qu'on a réussi à le. Le déjouer. فوالا هذيك هي الفايده. رانا هنا رانا قافزين رانا شادين البلاد هذا سي ليسونسيال سي با. Ouais. Le pourquoi, le comment, ça ne te regarde pas. Bon, donc il y a eu cette vague d'arrestation. Donc moi, on vient me chercher tard dans la nuit. Il s'avérait que pour des raisons. J'étais seul dans l'appartement. Je crois qu'on était en train de faire les peintures. Donc ma grand-mère, les autres membres de la famille, ceux qui étaient là, étaient à l'étage. Et bon. Donc ouvre. Bon, moi je prends 5 minutes pour camoufler un certain nombre de documents. Notamment, des trucs manuscrits, je les mets à la fenêtre des toilettes et après je connaissais Khedda parce que c'était notre voisin. Oui, Mohamed Khedda, Oui, l'artiste peintre. oui, c'était notre voisin. Je sais que Boujra était très lié avec lui. Enfin, bon, je jette ça là-dedans. J'apprendrai plus tard que lui, trouvant ça, il va les camoufler, attendant de voir à quoi ça sert ces documents-là. Bon, ils trouveront dans le frigo, ils vont trouver quelques tracts, quelques exemplaires de Soutcham. Bon, ils les amènent avec eux. Et donc ils m'emmènent, mais moi je me laisse pas faire, je gueule, je crie, je tape sur la porte, parce que la porte de cet appartement était mitoyenne à la porte du concierge à l'époque qu'on avait. Il y avait encore des concierges à cette époque. Donc j'ameute le quartier, je gueule, tout ça. Bon, déjà allume, regarde, puis pas tout de suite. Bon, on m'emmène. Mais personne ne réagit pour te dire. Ah non, personne ne réagit, non. Donc, mais on sait dans le quartier que on est venu arrêter quelqu'un. Bon, mais donc on m'emmène dans une voiture, comme ça, couché par terre. Bien sûr, ils avaient les pieds sur moi pour que je lève pas la tête, avec un bandeau, tout ça. Puis on nous emmène quelque part. Bon. Ce quelque part, je me retrouve dans un immense couloir, avec 120 jeunes comme moi. Bon, donc on nous oblige pendant 2-3 jours à rester debout, à genoux. Et ce n'est qu'au bout de 3-4 jours qu'on commence à nous emmener un par un à des interrogatoires. En fait, ils vont faire un tri. Un tri, une première vague, il les lâche, deuxième vague, il les lâche, et puis on se retrouve une vingtaine. Ils avaient fait leur tri, et puis bon, là, ils nous mettent dans des cellules, effectivement, constamment éclairées. Bon, avec instruction pour nos gardiens de ne pas nous laisser dormir.
Dès qu'ils voyaient que ils rentraient avec un gros bâton, ils te tabassaient, ils te donnaient des coups dans le ventre, dans le dos. Bon, après, on passe à la photo, et les empreintes et tout, et puis commencent les interrogatoires. Là, c'est le 3e jour. 3e, 4e jour. Ouais. Donc, les interrogatoires, voilà, tu fais partie de telle organisation. Moi, j'ai dit tout de suite oui. Bah, tu travailles, alors donne-nous les noms de tes responsables. Je n'ai pas de nom à donner. Je ne les connais pas, les noms. Donc, allez. Un peu d'électricité, un peu de baignoire. Et puis on te ramène en cellule. Moi, dans ma tête, ce qui m'inquiétait, c'était, je savais que ma grand-mère était très malade de diabète, etc. C'était ça ma préoccupation. C'était pas l'organisation. L'organisation, on avait pour instruction de rien dire pendant 48 heures. Comme j'avais fait assez de scandales et que je savais qu'autour de moi, il y avait des camarades, j'ai dit, ça y est, ils sont informés, donc s'il y a disposition, quelque cas, ça y est, c'est terminé. Bon, mais moi j'étais aussi, comme toujours, têtu. Donc je leur ai dit, vous avez commencé à me taper, et maintenant vous me demandez un renseignement. Aucun renseignement vous donne. Autre, vas-y, frappe. Frappe. شعل l'électricité tac. La baignoire, c'est pas un problème. Mais c'était pas. C'était quoi l'électricité concrètement? Eh ben, Comment ça se passait? La GGN. Ouais. Ils avaient un truc, une dynamo, ils te branchaient 2 électrodes au pied, au sein, dans les testicules. Ouais. Bon. Moi, ce qui m'a dérangé, je n'ai pas de séquelles, mais ce qui m'a traumatisé à l'époque, c'est pour ça que j'ai cherché à oublier tout ça, c'était la douleur. Je ne comprenais pas pourquoi cette douleur gratuite. Voilà. Tu as eu quand même des séquelles au pied, quand même. Il y a eu des séquelles au pied, non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Et la baignoire, qu'est-ce que c'était exactement? Eh ben, il y avait une baignoire pleine d'eau savonneuse, parfois du grésil, où d'autres gens avaient déjà pissé, chié, vomi. On te plonge la tête là-dedans jusqu'à ce que tu es sur le point de t'asphyxier, quoi. Bon. Bon, mais ça s'est arrêté aussi au bout de 2 jours. Hein. J'ai pas... Bon, après, c'est les interrogatoires. Bon, moi, personnellement, ils m'ont ramené des photos de gens avec qui j'étais. Le plus marrant, c'est qu'ils m'avaient ramené même des photos, parce que j'ai essayé de passer le bac en candidat libre, avec des jeunes gens, des jeunes filles, devant le lycée L'Edrissi, en train de parler des épreuves du bac, quoi. Bon. Et puis avec d'autres gens que j'avais connus au niveau de la GFLN, au niveau de l'UNEA, au niveau de l'UGTA. Et puis j'étais le seul à dire oui, je connais. Je les connais, oui, c'est mes amis, c'est... Où ils sont? Ah, on a les belles là. Tout le monde a le service de sécurité. Tout le monde a le ما نبليش. تدخل مع هذا ومع هذا. Non, non, non. هذو كاع نعرفهم, je ne peux pas lier que je ne les connais pas. Mais je ne sais pas où ils sont. Surtout هذاك موفق alors. موفق, on fait circuler des tracts avec sa photo pour dire libérer موفق. اخو عندكم. كيف تقول لي انا وراه؟ c'est bon. Donc au bout de 8-9 jours, ils décident de nous lâcher. Et non, ils nous demandent de signer un papier. Parce que l'Algérie venait d'adhérer, je ne sais pas à quelle convention des Nations Unies, même dans le cadre d'arrestation, on ne porterait pas atteinte à la dignité morale et physique des gens arrêtés. Et c'est un document en arabe ou en français? Non, celui qu'on nous a présenté, il était en français. Ouais. Donc il fallait signer 9 exemplaires. Certains devaient rester ici, d'autres envoyés. Moi je lis, je dis je ne signe pas. Il me dit alors tu ne sors pas. Et je ne sors pas. Pourquoi tu ne signes pas? Et parce que, comment? Ouais. On venait de nous torturer. Tu me dis pas d'atteinte لن يقاس في كرامته الجسدية والمعنوية. مش تمسخر بي هذا؟ Donc, tous les... Tu mesurais les conséquences de rester et d'être à nouveau torturé? Je m'en foutais, moi, à ce moment-là, c'était... Ouais. Moi, je savais que s'il y avait eu une conséquence quelconque au niveau de la famille, ça y est, c'est passé, donc je pouvais rien y faire. Au niveau de l'organisation,
les choses ont été réglées en mon absence, Ouais. comme il faut ou pas, j'en sais rien. Alors, il y a tous les autres, ils ont donné du savon parce qu'on est resté là pendant ces 7 ou 8 ou 9 jours avec notre linge, on était en été, donc le wasakh, l'araq, etc. Ils leur ont donné des trucs pour laver leurs chemises, un peu, leurs pantalons. Moi, ils ne m'ont pas donné. Ils m'ont dit, toi, tu sors pas. J'ai dit, je sors pas. Tu étais le seul à ne pas avoir signé. Ah oui. De toute cette centaine de jeunes Non, gens, non, là, on n'est plus qu'une vingtaine, c'est-à-dire. une vingtaine, ouais. Ouais. Donc, entre-temps, si tu veux, j'ai boulé de Khan, parce qu'à l'époque, je fumais la pipe, je fumais des Algériens, hein, ils m'avaient photographié avec la pipe, avec les Algériens. J'ai dit, moi, je fume. Ah, comme Raltel, moi, je fume pas. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment en colère à cause d'autres jeunes que je ne connaissais pas. Hein. Je me rappelle, j'ai reconnu 2 ou 3 qui étaient avec moi à la GFLN, mais qui n'étaient pas avec moi dans l'organisation. Qui avaient cédé les pauvres, واحد على قرة واحد على رفع الشمعة الشمة قال tu vas m'acheter avec ça. Je ne fume pas, j'ai jamais fumé. Ah, تصور. D'ailleurs, ils sont revenus à la maison parce qu'ils avaient gardé les clés pour me ramener ma pipe, mon tabac de pipe, etc. Ouais. Non, non, pas comme Galtel. Bien sûr, les autres sont sortis. Moi, je passe encore une journée. On me donne du savon, donc je comprends qu'on va me libérer. Et effectivement, à midi, ils me jettent. Ils me mettent dans un fourgon. Et on me jette. D'ailleurs, je me rappelle bien parce qu'il était tellement chaud que je finis par couler du nez. Et donc, ils me jettent sur le pont Lafarge. Je le connais tout de suite puisque le collège où j'étais était là à côté. Bon, comme je connaissais le chemin, je suis rentré à pied jusqu'à la maison. Voilà. Donc, Ouais. bon, je me repose. Et j'essaie de reprendre contact avec l'organisation. On me dit, tu te mets au vert pour quelques mois. Ouais. Bon, on est en été, je pars avec ces copains qui me sont restés un peu de la GFLN. On va à la mer, on sort. Ouais. Mais je te trouve très très désinvolte quand même, parce que moi je te connais depuis des années et tu ne m'avais jamais parlé de cet épisode, Non, de la torture, j'en ai jamais de parlé. l'emprisonnement arbitraire. Depuis 73, en dehors des camarades qui étaient au courant, je n'ai plus parlé à personne. Ouais. Ça Et m'est pourquoi? revenu quand j'ai été opéré. C'est pour ça que je ne supporte pas la douleur. Même si c'est une petite douleur, moi dans ma tête c'est énorme. Ouais. Bon. Mais sinon j'en parlais pas, je n'ai jamais parlé. Même Nouara par exemple, je ne l'ai jamais raconté. Oui, ton épouse. Ouais, bon, Ouais. c'est inutile. J'étais passé à autre chose tout de suite moi. Oui, mais c'est ce que Donc, je constate. Hein. Tu pars en vacances. Oui, je ouais. pars en vacances, oui. Ouais. Et puis tu as 20 ans quand même. Je veux dire que. Moi, ce que je trouve aussi de remarquable, c'est que quand les vacances vont se passer, bon, ben, tu vas reprendre. Tu vas revenir au monde du travail et tu vas devenir le responsable d'un centre pour l'enfance en. Non, pas encore ça. Pas encore? Pas encore. Ouais. Donc on me dit de me mettre au vert. Ouais. Mettre au vert, bon. Qu'est-ce que je fais? Je me balade dans la ville et je découvre la cinémathèque. Donc ça me plaît, c'était pas cher, 3 dinars l'entrée à l'époque. Et puis quand ils vont finir par me connaître, je regarde toutes les projections sans rien payer. Donc je me payais parfois 5 films dans la journée. Ce qui fait que je peux dire qu'entre 69 et 73-74, j'ai dû voir à peu près toute la collection des films de la cinémathèque. Bon, à peu près entre 3000 et 4000 films. En plus des films qui venaient avec les réalisateurs d'un peu partout du monde entier. Ouais. Est-ce que tu te rappelles des noms tu sais, tu m'as donné le nom de quelqu'un tout à l'heure. Oui, de Straub. Oui. Straub est venu à Alger? Oui. Les premiers Allemands là, qui sont devenus célèbres plus tard. Wagner ou je sais pas quoi. Godard, pas Godard. Wim Mais on a reçu tous les films. Ackerman, Ouais. la Belge, hein, pas l'Ackerman actuelle. Hein. Oui. Chahine, Salah Aboussif. Beaucoup d'Italiens aussi.
Enfin, tous les gens qui passaient, de toute façon, à l'époque, c'était la coopération avec la Cinémathèque française était très serrée, puisqu'on sait que la Cinémathèque algérienne a été créée par Langlois et par Ahmed Hussein, donc ils étaient restés toujours en bon terme. Donc, il y avait tous ces... Et on avait tous les films importants des pays de l'Est, bien sûr, tous ces grands réalisateurs, sans parler du cinéma classique soviétique, ou même certaines productions américaines. Hein. C'est pas forcément Nicolas Ray, Elia Kazan. Cassavetes peut-être aussi, non? Hein? Cassavetes? Non, à ce moment-là, c'est autre chose. Ouais. Et surtout, par exemple, y compris Ford, quand il fait Les raisins de la colère, qui était un film extraordinaire. Bon, voilà. Et puis on découvre après le cinéma de l'Amérique latine. À Alger et en dehors de l'Argentine ou du Brésil, je ne me rappelle plus, ou la France, premier pays qui a une copie de ce merveilleux film, ce grand film qui s'appelle La Horas de los Hornos, l'heure des brasiers, par ce grand cinéaste argentin, brésilien, Antonio Salinas. Non, on avait vraiment la crème du cinéma mondial. Hein. D'ailleurs, je me rappellerai plus tard, quand on visitera avec ma femme l'Italie, je parlais aux gens de Rossi, de Fellini, tous ces gens-là. Les Torrescola, Qui c'est? Comment? Vos meilleurs cinéastes, ils ne les connaissaient pas. Bon. Et en plus, toi, à la Cinémathèque, tu participais à tous les débats. Non, après, à un moment, on va te prendre d'ailleurs pour un animateur. Oui, non, mais ça c'est à partir de 71, quand on commençait les films sur la révolution agraire. Oui. Bon. Mais en même temps que je fais la connaissance des gens de la Cinémathèque, je fais la connaissance des gens du petit théâtre. Oui. Et comme j'étais en train de me chercher une activité pour me faire oublier, entre guillemets, donc je me mets à fréquenter donc cette troupe du petit théâtre, qui était derrière les galeries algériennes, en face de la Cinémathèque. Et qui dépendent de la GFLN. Elle dépend des deux personnes, elle dépend de personne quand je les connais. Bon, mais le local, les murs appartenaient à la GFLN. La GFLN n'est pas venu embêter les gens qui ont occupé ça. Ils faisaient du théâtre, on va dire, classique, puisque l'année où je les connais, ils étaient en train de jouer l'exception et la règle de Brecht, et que leur renommée, leur succès, tout ça, venait d'une pièce de l'année précédente, qui était Les Perses d'Échille. Que dans la presse, on a expliqué comme un truc symbolique par rapport au Vietnam, c'est-à-dire ce petit peuple qui a résisté face à une puissance impériale. Oui. Voilà, bon, donc très bien. Donc ça te donne un peu une idée des idées générales aussi qu'il y avait dans cette troupe. Cette troupe était essentiellement constituée de jeunes du conservatoire qui en avaient marre des textes poussiéreux du conservatoire. C'était essentiellement des textes français, de Racine, de je sais pas quoi, de Marivaux. Certains avaient même eu des premiers prix, comme Guénanesh, comme Benassir, comme Samir Ben Sérifa. C'est très bien. Bon, donc c'est là aussi où je fais la connaissance de Omari Wahed, le musicien. Oui. Le fameux musicien qui, lui, avait eu une formation classique. Hein, oui, absolument. Et qui s'est tourné vers la musique contemporaine. Contemporaine, on va dire expérimentale. Plus expérimentale que contemporaine, parce que bon, il était assez... il a osé beaucoup de choses et réussi. Malheureusement, nous n'avons aucun enregistrement. Même nous, il a fait quand même 2 musiques de bout en bout. La musique après... bon, moi, quand je rentre dans cette troupe, tu rentres dans cette troupe, Clément, qui est le chef de la troupe? L'animateur, bon, il ne voulait pas dire chef à l'époque, c'est l'animateur, c'était Chris Reda. Chris Reda, c'est un Algérien, mais qui a vécu tout le temps en France, et qui a fait une formation de comédien, et qui était vraiment un excellent tragédien, et qui décide, à mon avis, je pense en 67, de rentrer au pays.
Voilà. Voilà. Et donc il réunit ces gens-là, parce que son oncle c'est Kouassi, le grand photographe Kouassi, qui était Ouais. le photographe du service de l'information du GPRA à l'époque. Alors donc, bon, ce Chris, voilà, il est là, il s'entoure de ces jeunes gens qui voulaient faire autre chose. Qui voulaient faire autre chose. Donc voilà, leur premier spectacle, je pense, ça a été Les Perses d'Ischil. Bien sûr, on ne pouvait pas. En français? Oui, en français, en Ouais. français. Et même l'exception et la règle, ils vont la jouer en français. Ouais. Et puis, il y avait parmi aussi les gens qui fréquentaient le théâtre sans faire vraiment partie, je pense. Je ne me rappelle pas de lui. Slimane Benaïssa. Que lui, il va proposer derrière moi, je commence à travailler les gars comme ça. Bon, ils découvrent un jeune de leur âge, mais qui ils viennent dans notre monde, qui en sait beaucoup sur ce qui se passe dans le pays, dans le pouvoir, il fait de la politique, mais ils ne savent pas où, parce que je ne faisais pas de politique quand je suis arrivé au petit théâtre. Donc, ben, je commence à leur dire, eh ben, comme faut quand même faire du théâtre en arabe maintenant, ça suffit, le théâtre en français. Là. Bon, donc dans la foulée, Ben Issa propose une pièce qui s'appelait Chab Chab, qui était une pièce en poésie populaire, qui était une sorte de pamphlet anti-impérialiste qui regroupait l'ensemble de ce qui se passait à ce moment-là dans le monde, notamment le monde arabe, etc. Bon, donc ils acceptent, donc ils montent cette pièce. Moi, je continue à fréquenter la troupe, mais je ne suis pas distribué de tout. Bon, même Chris, là, il n'est pas distribué, il va faire la mise en scène, parce que, bon, lui, l'arabe, même les salam alek, il ne savait pas quoi répondre. Bon. Oui, c'est... Bon, voilà, donc je m'intègre dans la troupe, je les aide à faire les décors, à courir pour chercher des costumes, à faire des... Bon. Et puis l'année d'après, donc on est en 70, 70, puisque le GAT ce sera 71. On monte aussi une pièce de Kateb Yassine qui s'appelait La poudre de l'intelligence à l'époque. Enfin, le texte s'appelle comme ça. Il est édité sous ce titre. Bon, qu'on adapte et qu'on essaye de trouver des liens, parce que dans cette pièce, il n'y a aucun lien entre les scènes, entre elles, tout ça, sauf que le personnage de... Tu peux rappeler la trame un peu de cette pièce, qui reprend un peu quand même le patrimoine algérien, enfin, en quelque sorte. Algérien, patrimoine arabe, arabo-musulman, c'est tout. Il avait ramassé, si tu veux, une série d'anecdotes sur Tcha, bon, bien sûr centrées sur ridiculiser la bourgeoisie, les gens riches, etc. Voilà, nous, on l'a adapté un peu sur Jhad dans une ville pétrolière, quoi, pour parler un peu de tout ce qui se passait autour du pétrole et tout ça. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, par exemple, pour te dire, Chris va jouer le rôle de Tcha, et il va, pendant 6 mois, s'entraîner à apprendre par cœur, pas uniquement le texte, mais la prononciation, le temps juste, etc. Alors qu'il ne connaissait pas un mot d'arabe, lui, à ce moment-là. Et il va interpréter le personnage de Tcha de façon vraiment extraordinaire. Bon. Donc voilà, je passe... bon, mais entre-temps, en septembre aussi... et tu joues dans cette pièce aussi. Tu as un petit rôle. Oui, j'ai joué le rôle d'un petit idiot, quoi. Bon, c'est pas très important. Et pour en venir à la... Il y avait 3 idiots dans la pièce, et moi et 2 autres, on faisait les 3 idiots. Quoi. Ouais. Mais je ne me rappelle pas de façon précise. Mais en tout cas, durant les répétitions, est-ce que Kateb Yassine est venu Non, pas du tout. Il a été régulier, pas du tout. Non. D'accord. Je ne sais même pas s'il a su qu'il y avait des gens quelque part qui montaient
on continue sur le, Bon, donc, la suite des... moi, fin 69, entre autres, donc je me fais embaucher au ministère du Travail, Ouais, dans un service qui s'appelait à l'époque un des sous-départements de la sécurité sociale. Et puis, comme je n'avais rien à faire là, moi, je n'avais pas. J'avais rien à faire. C'est mon ami Omar Charouk, que j'avais connu quand il était étudiant, qui sort de. Qui est recruté au ministère du Travail. Je lui dis, je cherche du travail. Il me dit, allez, viens. Et donc, même après, quand ils m'ont recruté, ils ne savaient pas quoi faire de moi. J'avais aucun diplôme, aucun papier. J'ai eu un certificat de scolarité, comme quoi que j'ai passé 3 ans inutiles dans un centre de formation professionnelle. Bon, ils me recrutent quand même, disons pour des raisons militantes. Ils connaissaient mon dynamisme, ils connaissaient. donc en même temps que tu as cette activité professionnelle, officielle, avec un salaire, tu t'obliges quand même à te rendre tous les jours au petit théâtre, tous les jours, hein, de 7 heures, enfin de 5 heures à... 5 heures, oui, à 9 heures. Voilà. À 8h30, 9 heures. Oui. Donc, dans ce groupe, finalement, ben, tu arrives à te faire, à te trouver une place, Oui, finalement, parce oui. que tu deviens quand même assez vite le leader. Et il Pas- va y avoir une... Pas le leader encore, non. Non. Donc en 70, on se pose la question, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Après tout ce succès, toute cette renommée. Et on décide de passer à l'écriture. Et à l'époque, c'était à la mode, pour aller vite, c'était la création collective. Donc il nous fallait choisir un thème, on a cherché beaucoup de... Et puis on s'est fixé rapidement, au bout d'un mois de discussion, sur l'idée d'écrire une pièce sur la situation de la femme en Algérie. Ouais. Voilà. Donc on passe 6 mois à écrire, à nous documenter. Les filles font beaucoup d'enquêtes, ramènent beaucoup d'histoires qui se passent dans les familles, etc. On avait par exemple Aziz Degga qui allait souvent dans les tribunaux et qui assistait même à des jugements, enfin, d'affaires, on va dire, qui se rapportent à la pudeur, aux agressions sexuelles, etc. Et comme il connaissait un peu le personnel, les huissiers, les trucs, il arrivait à rester, tout ça. Donc il nous a ramené beaucoup d'histoires de ce truc-là. D'ailleurs, il y en a une qui va faire vraiment l'objet d'un tableau dans la pièce. Donc aussi les aspects juridiques, enfin religieux de cette situation de la femme, le mariage. Bon, ben voilà, on finit par monter une pièce donc, qui va s'appeler comme ça. On n'a pas trouvé de titre, alors on a gardé un titre un peu prétentieux, comme si c'était une thèse quoi, d'université, la situation de la femme en Algérie. Donc on informe partout, pour les premières représentations, dans les lycées, l'université. On a tout de suite, on fait le plein, et plus que le plein, puisque souvent, notamment dans les après-midi, on avait autant de gens debout que de gens assis dans la salle. Hein. C'est une salle qui avait à peu près, entre les 2 étages, quoi, les balcons, et à peu près 450 places. Peut-être un peu moins. Et donc, bon, c'est une pièce qui va connaître vraiment un grand succès à Alger, du moins à Alger, à tel point qu'elle va finir par intéresser les frères musulmans de l'époque, qui vont venir à toutes les représentations, parce qu'à nous, la tradition de cette troupe, qui existait avant que moi j'arrive, hein, c'était le débat. Tout de suite après les salutations, tac,
on s'assoit au pied de la scène et hop, c'est le débat. Donc, le débat très houleux, ça a été très très loin parfois. Oui. Alors, pour une fois, la presse rend compte de ces débats, de cette confrontation entre, on va dire, des idées conservatrices et des idées modernes. On ne peut pas encore parler d'éléments progressistes comme ça. Mais enfin, c'était la confrontation. À tel point que, bon, il y a des gens qui appellent à interdire la pièce, quoi. Ouais. Comme on était dans la GFLN, la décision ne pouvait pas venir du ministère de la Culture, il fallait... Et Qaïd Ahmed, qui était déjà depuis 69, 67, non, 69, responsable de ce qu'on appelait à l'époque l'appareil du parti, va dire, mais pourquoi vous voulez interdire la pièce? Elle est en train de créer un débat, c'est très bien. Lui qui venait d'en finir un peu avec les étudiants, qu'il avait réprimés, qu'il avait tout fait pour qu'on interdise l'UNEA, etc. Donc là, il jouait aux démocrates, quoi. C'est bien. On a continué toute une saison à jouer la pièce avec les mêmes confrontations avec ce courant qui se prétendait d'ailleurs à l'époque courant, comment il s'appelait, bon, non, Marouf. Et on a continué comme ça. Et puis bon, il y a eu tellement de problèmes autour de la troupe et tout ça. On décide en juin donc d'arrêter les représentations et de partir tous en camping pour 2-3 mois avec l'idée, effectivement, parce qu'il y avait aussi des gens qui venaient nous aider, etc., des gens qui étaient plus avancés que nous sur le plan de la réflexion, sur le plan des universitaires, des cadres dans un certain nombre d'administrations, à qui ce travail... donc on se décide d'aller en camping et de faire une sorte de mener une réflexion pour essayer de capitaliser cette expérience. Bon, on va en camping du côté de Ziama Mansouria, c'est à mi-chemin entre Bjaya et Zizil. On campe, bon, on va se reposer un peu, ça, etc. Repos. Mais enfin, Chris a tout fait pour éviter que les discussions démarrent et qu'on puisse consigner quelque chose et qu'on puisse... Donc on n'a fait que passer des vacances ensemble. Bien sûr, à partir de fin août, certains sont rentrés, d'autres sont restés encore 2-3 semaines. Bon, moi je suis rentré, moi j'avais qu'un mois de vacances. Je reprends mon travail au niveau du ministère du Travail, etc. À ce moment-là, d'ailleurs, on m'affecte dans ce centre de l'enfance abandonnée. De ces défrages, oui. Au début, dans l'entreprise qui venait d'être créée, qui gérait tous les centres, on avait une trentaine à travers le pays. Et puis bon, là aussi, j'avais pas vraiment de tâches précises. Bon, je faisais le suivi des centres, un peu l'intendance, parce que tout était centralisé. Bon. Mais enfin, bon, puis un jour, on me dit, allez, ça a l'air de te plaire, vas-y. Donc je retrouve quelqu'un que je ne connaissais pas, enfin je fais la connaissance, qui lui était déjà directeur de ce centre, qui avait commencé une expérience très intéressante. Il s'appelle Omar Chalel, qui était directeur de ce centre. C'est là où je croise Kateb Yassine, qui habitait ce centre. Enfin, ce centre avait mis à sa disposition une villa, on en avait plein là-bas qui n'intéressait personne. Bon. Et bon, je travaille là, et puis mais moi je rentrais tous les soirs à Alger pour continuer mon travail au théâtre. Au théâtre, ou des fois j'avais d'autres tâches, parce que bon, entre-temps, j'avais repris mes activités politiques. Voilà. Donc, Et quand toute l'équipe du théâtre est au complet,
il y a quand même une espèce de césure entre Non, c'est-à-dire que, entre tous les membres. oui, non, c'est-à-dire que, bon, on n'a pas pu faire ce travail. Puis je pense qu'on n'était pas en mesure, nous. Ouais. Nous, on pratiquait le théâtre, mais on n'avait pas suffisamment de bagages pour pouvoir faire une synthèse quelconque et tirer, je sais pas moi, des enseignements vraiment théoriques pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait. Ouais. C'était les gens qui nous entouraient qui disaient, oui, ça c'est... Voilà. D'ailleurs, un journaliste va venir même de Paris, un journaliste qui était connu dans le domaine du cinéma, notamment Guy Henbel, qui travaille aussi dans une autre revue culturelle qui s'intéressait à l'Afrique, pour nous faire une interview sur plusieurs pages d'ailleurs, sur cette expérience-là. On a été invité au Festival d'Avignon, mais on ne savait pas par quel biais il fallait qu'on fasse nos passeports, qu'on fasse accepter cette invitation. Bon. 2 ans plus tard aussi, quand on fera la terre à ceux qui la travaillent, la même chose. Des gens du Festival d'Avignon viennent à Alger, regardent la pièce, nous invitent, mais là, bon, c'est plus compliqué. On était déjà très mal vus par les... Oui, puis ça te donne quand même une idée de la considération Absolument. que les politiques portaient à la culture. Ah non, non, ça c'était notre... Voilà. Parce qu'être invité à Avignon, malgré tout, c'était formidable quand même. Pour un pays qui venait d'accéder à l'indépendance. Les politiques se sont intéressés à la culture une fois. C'était le fameux colloque sur la culture nationale. Le fameux colloque culturel de 68, sous la houlette de l'Ashraf et de Reda Malik. Où il y a eu beaucoup de choses qui ont été réfléchies, proposées, tout ça. Et puis après, bon, la plupart, parce que bon, qu'est-ce que c'est être un artiste en fait? C'est ce que les gens issus du mouvement national n'ont jamais compris. C'est-à-dire un artiste qui ne remet pas en cause, qui n'est pas rebelle, qui n'est pas subversif, comme on disait à l'époque. Et il va faire autre chose, il va vendre des cacahuètes et puis c'est tout. Bon, donc c'était un terrain miné pour eux. Donc,